Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. À mesure que le confinement se prolonge, l'état d'esprit change, les risques pour la suite augmentent, l'incertitude grandit. Dans cet épisode, j'aimerais revenir sur le mot épreuve. J'ai intitulé ce podcast L'épreuve coronavirus car nous vivons une épreuve collective et individuelle avec ce virus qui bouleverse nos modes de vie, nos vies. Et c'est aussi comme l'épreuve d'un livre, cette feuille imprimée servant à la correction d'un texte avant le tirage. Sommes-nous face à une épreuve qui est aussi un entraînement avant des temps plus difficiles ? C'était vraiment la problématique que je me suis posée avant d'aller interviewer les DG de PME au tout début du confinement. Dès le jour 4, j'avais une interview. Alors, on m'a posé la question, quand je dis jour 4, en fait, c'est 4 jours après l'allocution du président Macron un jeudi soir, qui nous demandait de rester chez nous sans parler de confinement. Donc j'ai considéré que le jour 1, c'était le vendredi suivant, même si techniquement, c'est notre Premier ministre le samedi soir qui a ordonné la fermeture à minuit des établissements accueillant du public et n'étant pas de première nécessité. Donc ce jour 1, c'était le vendredi. Le jour 4, c'était donc vendredi 1, samedi 2 et le lundi 4, où j'avais interviewé Jean-Marc Neveu. Et donc j'aimerais revenir sur ce côté épreuve et voir un peu cette vision des DG qui représente aussi des citoyens au fur et à mesure du confinement. Donc on va retracer un peu ce qui s'est passé du jour 4 jusqu'au jour 58, date du dernier podcast, pour voir un peu comment cette épreuve est vécue. Et j'en profite aussi pour rendre hommage à La Poudre, les interviews de Lorraine Bastide qui m'ont un peu inspirée pour ce mot épreuve. Elle a ce mot la poudre. Elle demande à ses interviewées ce qu'elles en pensent, que ça leur évoque. Et toujours un peu au même moment, vers la fin du podcast, si je m'en souviens bien. Donc voilà, je voulais juste aussi rendre à César ce qui est à César, donc rendre à Lorraine Bastide ce qui est à Lorraine Bastide, elle-même ayant été probablement inspirée par d'autres. Voilà, c'est aussi ça qui m'a inspirée d'avoir certaines questions un peu similaires. Et vous verrez aussi que la qualité audio des épisodes s'améliore. Pour 3 raisons. Une, c'est le hasard. Je sais pas pourquoi. Parfois, c'est très net, parfois non. 2, j'ai commencé à utiliser Zencastr, qui est un outil qui permet d'enregistrer sur son ordinateur une voix non compressée à partir de l'épisode avec Xavier Pinon. Et 3, j'ai eu à partir de cet épisode aussi la précieuse aide de Mathias Arignon, qui est ingénieur son et qui a fait des miracles, qui permet d'avoir un meilleur son. J'ai aussi enregistré ma voix avec un nouveau micro qui est un Zoom H4 à partir du dernier épisode, donc avant celui-là, qui est celui avec Alexandre Adien. Voilà, donc vous verrez aussi l'amélioration au fur et à mesure de la qualité sonore. C'est parti avec Jean-Marc Neveu pour qu'est-ce que l'épreuve pour lui ? Est-ce qu'il en vit ? Est-ce qu'il a l'impression de traverser une épreuve individuelle et collective ? Et là, on était au jour 4 du confinement. L'épreuve, je pense que c'est un bon mot parce que c'est à la fois une épreuve individuelle, collective, sociale. Est-ce qu'on va être à la hauteur de ça ? On peut toujours se le dire, et alors c'est marrant parce que j'ai un bouquin de l'AFNOR qui s'appelle Gestion des risques. 100 questions pour comprendre et agir sur la gestion des risques. Il n'y a pas un seul risque sur la pandémie, donc c'est marrant. Après, moi, je suis assez patriote et je trouve que, comme dit, alors j'essaie de retrouver la citation exacte. Je sais que t'aimes bien les citations, donc je vais essayer de voir si je peux récupérer les citations. De Hugo qui dit, donc ça cherche sur mon ordinateur, il est quand même pas, il est pas hyper violent. C'est vrai que j'aime les citations. Jean-Marc l'a retrouvé après notre interview, donc je vous la cite, c'est donc Victor Hugo qui nous dit « Les ressources suprêmes sortent des résolutions extrêmes. S'embarquer dans la mort, c'est parfois le moyen d'échapper au naufrage. Et le couvercle du cercueil devient une planche de salut. » Ce que Jean-Marc voulait en retenir, en tout cas ce que moi j'en retiens, c'est qu'effectivement dans les situations extrêmes, on peut trouver des solutions extrêmes, peut-être innovantes, peut-être nouvelles, qui nous permettent de nous en sortir. Et d'ailleurs, depuis l'interview, Jean-Marc m'a informé qu'il avait monté un partenariat entre son entreprise, qui fabrique des pièces en plastique, et une entreprise de lingerie, qui s'appelle Lingerie Indiscrète, qui est aussi dans la Vienne, pour fabriquer des masques. Voilà, un partenariat innovant pour le bien de tous et de toutes. Dans l'épisode suivant, je suis avec Benjamin Combe au jour 5 du confinement. Benjamin anime un collectif spécialisé dans le bien-être au travail, les ateliers durables. Depuis 2012, il s'attache à proposer des ateliers et des conférences sur ce thème dans toute la France. Ça a été vraiment la catastrophe avec le coronavirus puisque tout a été annulé en mars et en avril. 60K € de CA prévisionnel qui disparaissaient en quelques jours. On a beaucoup parlé avec Benjamin et ses équipes de la difficulté d'être parent et d'avoir des enfants à la maison pendant qu'on doit travailler.
en plus de ces difficultés de reconquérir des clients, de voir le chiffre d'affaires remonter. Et voilà ce que Benjamin nous dit de son vécu pour cette épreuve coronavirus. Oui, j'ai l'impression de vivre une épreuve parce que moi j'ai vraiment besoin voilà, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup d'habitude. Enfin, voilà, donc je fais une épreuve, on va dire à titre personnel, dans le fait d'être confiné dans un appartement parisien. Après, je sais que j'ai des ressources et que ce soit au niveau professionnel, j'ai une super équipe où voilà, on est en discussion tous les jours, on se retrouve, on se fait le point à 15h, 14h ou 15h parce qu'on sait que c'est le moment où en fait les enfants peuvent éventuellement faire la sieste. Donc voilà, on se retrouve à ces moments-là, donc on se soutient entre nous et du coup, j'ai l'impression qu'il y a d'autres formes de solidarité quoi, et une autre manière de travailler ensemble. Donc c'est une épreuve, mais voilà, c'est comme toutes les épreuves, c'est-à-dire que ça nous pousse à revoir nos manières de bosser, de fonctionner, de réfléchir. Donc je suis prêt quoi. J'ai vu des belles réactions qui m'ont fait un peu réfléchir sur un groupe Facebook de quartier, quelqu'un qui disait j'habite du côté du quartier Jourdain qui est Paris 19e dans le nord-est. Quelqu'un disait je suis triste parce que je vois tout le monde partir alors qu'en fait c'est l'occasion finalement de faire vraiment village. Ça s'appelle le village Jourdain et de dire c'est l'occasion de faire village et de s'aider entre habitants, de se mettre des petits mots, de se connaître entre voisins, pour s'il y a besoin d'aide chez les uns, chez les autres, pour apporter des courses, faire des choses, etc. C'est un message qui m'a touché. Je me suis dit, on peut rendre la ville vivable avec un peu de solidarité. On va essayer de faire ça. Dans l'épisode suivant, j'avais interviewé Shema Bourguiba, qui a cofondé et qui co-dirige un concept store vegan, Aujourd'hui Demain, qui se situe à Paris. On était au jour 12 du confinement. Shema était la première et la seule à ce stade de tous les DG que j'ai interviewés qui parlent vraiment de santé mentale. Pas de santé mentale au sens productiviste, je dois récupérer ma santé pour pouvoir travailler, pour pouvoir assurer pour mes équipes. Plutôt de santé mentale pour soi, qu'est-ce que ça fait finalement ce confinement ? Comment on retrouve de l'énergie ? Qu'est-ce que c'est de binger des séries télé pour se remettre un peu d'aplomb ? Comment on peut être plombé dans une journée complète par le stress qu'on a pour sa famille ? Et donc c'était intéressant parce que dans les podcasts, dans les épisodes, j'essaie toujours de trouver la personne derrière la fonction. Et là, avec Shema, ça a été assez simple et très franc. Ah oui, tout à fait, oui. J'ai l'impression de vivre une épreuve, oui. Enfin, un truc qui me tombe dessus en mode raz-de-marée, c'est une épreuve, c'est à tous les niveaux. En tant que business, en tant que dirigeante avec mon associé, on a l'habitude de régler des problèmes et trouver des solutions à tout. Un peu dans l'urgence, un peu en se débrouillant. Mais là, c'est tout nouveau et surtout, les impacts possibles sont énormes et on n'a pas de réponse en face encore une fois. Donc là, le côté épreuve, il est là. C'est que l'impact là est possible et monstrueux et on ne sait pas. Voilà. Donc là, elle est là l'épreuve. Et puis d'un point de vue personnel aussi, forcément un peu comme tout le monde, quoi. C'est une épreuve. J'ai un peu hâte qu'on voit la lumière au bout du tunnel, quoi. Mais c'est pas une nouvelle semaine dans la vie d'un chef d'entreprise, clairement. Dans l'épisode suivant, on suit Julien Lega, au jour 15 du confinement. Donc Julien dirige avec ses deux associés une agence de stratégie créative et de transformation digitale à Saint-Étienne, qui s'appelle Cosmos.fr. Donc il fait principalement des ateliers créatifs et collectifs et tout son business s'est trouvé profondément transformé avec le coronavirus. Il a dû innover sur du distanciel, mettre ses équipes au télétravail. Ses équipes sont plutôt jeunes, il y a une culture collaborative, donc ça s'est bien passé. Et Julien va nous parler de comment il vit cette épreuve, sachant que je n'avais pas inclus dans l'épisode, mais il a fait aussi du vélo dans son garage, du vélo sur place, qui lui permettait de continuer à faire du sport. Et il a, semble-t-il, au jour 15, réussi à garder le moral. En tant qu'homme, donc mari, papa, j'ai l'impression que ça me ressemble quand même autour de ma famille, même si c'est pas si évident. J'ai deux garçons de 8 et 11 ans. J'ai la chance d'avoir un papa qui était instituteur, donc du coup mon père fait la classe en visio aux enfants en partie. Donc ça c'est quand même génial. Donc moi en tant qu'être humain, j'ai l'impression que c'est quand même une opportunité d'être au contact de ma famille. Après en tant que CEO de Cosmos, je me ressens vraiment sur moi. C'est vraiment une super opportunité de finalement de poursuivre la transformation de ma boîte. Je me le disais, mais je l'avais pas écrit, quand même infiniment plus malin de considérer que bosser avec un talent de pantin en visio pour des projets francophones, évidemment que ça peut se faire subitement plus dans notre monde, là, celui qu'on vit, qu'en étant tourné sur moi, et ce que j'étais pas à Saint-Étienne. Donc moi, j'ai plutôt l'impression de voir, même si c'est pas facile et que j'ai pas mal d'opportunités. Oui, j'ai l'impression que toi, ça ouvre un champ des possibles, en fait, et c'est aussi un coup d'accélérateur pour transformer l'entreprise comme tu pouvais en rêver, ou même sans même te l'avouer. C'est plutôt positif sur ce champ-là, en tout cas. Ouais, pour dire la
vérité, c'est que moi, ça fait 5 ans là qu'on a fait pivoter l'agence de l'époque en Cosmos, et on n'est absolument pas dans un train-train, et loin de là, rien n'est jamais gagné, mais malgré tout, intellectuellement, j'ai l'impression que ce qu'on vit, ça m'offre une sorte de nouveau défi, et qui fait vraiment écho à ce que j'avais envie de faire. Moi, j'ai besoin, pas forcément de voyager en montant dans les avions, mais j'ai besoin, de discuter avec quelqu'un qui est en Estonie, qui est dans l'Île-de-France ou qui est à Bordeaux. Ça me nourrit, idem avec nos clients. Et donc ça, je compte bien ne pas lâcher cette opportunité. On va voir de quoi fait l'avenir, mais je vais vraiment m'activer personnellement à... Comme me disait, j'ai fait du e-commerce, et le patron de Pro Bike Shop, qui était le gros site pour lequel je bossais dans le vélo, disait... Le business, c'est comme une vague en surf. Une fois qu'on est dessus, il faut vraiment pas la lâcher, il faut la surfer, il faut la faire durer. Je souhaite à Cosmos qu'on maintienne cette dynamique d'agilité et de réflexion sur qu'est-ce qu'aura permis le Covid et comment on peut s'inscrire durablement là-dedans. Dans l'épisode suivant, j'ai interviewé Céline Rémy-Vissolink, qui est cofondatrice et qui dirige avec son associé Marianne Tessier le réseau de salles de sport innovants Néonès et Épisode. J'avais déjà interviewé Céline pour mon livre « Innover en pratique, mener et réussir sa démarche d'innovation » qui est sorti chez Erol en janvier 2020. Donc je savais déjà qu'elle innovait, je connaissais déjà sa mentalité, sa façon de penser. Il se trouve qu'aussi elle est sportive. Elle me disait déjà à l'époque de l'interview, il faut toujours faire du sport, même si c'est pas grand-chose, il faut s'y astreindre, et c'est ça son conseil. Elle fait du yoga et du jogging, et même pendant ce confinement, elle faisait du jogging avec sa fille tous les jours. Voilà comment elle a vécu cette épreuve, au jour 31 du confinement. Oui, évidemment, on vit tous une épreuve, c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est qu'une épreuve ? Une épreuve, c'est quelque chose qu'on passe pour gagner ou pour réussir ou pour avancer. Donc oui, évidemment, c'est une épreuve, mais en même temps, je trouve que ça nous réveille. C'est un peu comme la grenouille, vous savez, on met de l'eau chaude, et puis elle crame, alors que si on balance tout de suite de l'eau bouillante, elle saute. Et moi, je trouve que c'est un électrochoc pour beaucoup de gens. C'est un électrochoc pour le monde de se rendre compte qu'on est capable de vivre en voiture, de vivre à domicile et de faire du télétravail et d'être efficace. On est capable de créer quand on est contraint. Plus on est contraint, plus on est créatif. Je pense que c'est un accélérateur de tendance et un électrochoc pour beaucoup de gens qui ont du temps en plus pour se poser des questions parce qu'ils sont chez eux, ils ont moins de sollicitations sociales, ils sont peut-être plus apaisés s'ils sont pas comme nous en train de bosser jour et nuit et encore. Et moi, je pense que c'est une épreuve pour le meilleur. Et j'espère que cette crise, parce que c'est quand même une crise sanitaire aujourd'hui dont on souffre, aboutira évidemment à une crise économique dans une certaine mesure derrière parce qu'on sait qu'il y aura des dommages collatéraux, mais que ça permettra aussi de repenser un modèle de société peut-être un peu différent, plus orienté vers la proximité, moins avoir des envies du bout du monde, plus penser au ciel qu'on a connu à Paris pendant quelques semaines. Vous voyez les étoiles le soir. Moi, avec mes enfants, je regarde les étoiles et je vois la Grande Ourse. Ça n'est jamais arrivé en 20 ans à Paris. J'ai jamais vu la Grande Ourse à Paris. Donc je pense que ça, c'est des électrochocs positifs qui donnent envie de plus jamais acheter de voiture, de consommer local, de recréer peut-être une Europe plus forte, qui soit capable d'être plus armée, moins dépendante de pays lointains, sans en citer un en particulier. Parce que je pense que c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de repenser une société plus égalitaire, moins dure, plus douce et plus centrée sur les proches aussi, les amis, les proches, la famille. Enfin voilà, des choses qui retrouver un peu de sens aussi et être moins dans la course à l'échalote. Je trouve que c'est quelque chose d'important et peut-être que cette épreuve sera très salvatrice en réalité. Dans l'épisode suivant, je suis avec Flore Trottmann, au jour 36. Flore dirige une coopérative de stratégie urbaine de programmation et d'ingénierie de projet qui s'appelle Le Sens de la Ville et qui est située à Paris dans le 19e. J'étais vraiment contente de pouvoir interviewer Flore puisque elle est à la tête d'une coopérative. Une coopérative, c'est une structure vertueuse qui demande aussi beaucoup de travail. Et j'étais contente de pouvoir avoir ce point de vue-là d'une personne au sein d'une coopérative dans Paris qui se met soudainement au télétravail, qui est aussi bouleversée par les municipales, puisque dans l'urbanisme, ça compte beaucoup. Ces temps municipales sont souvent des années un peu moins intenses que d'autres. Et là, avec le décalage au confinement et l'incertitude sur le deuxième tour, ça restait un sujet assez anxiogène potentiellement. Voilà comment Flore vit cette épreuve. Je le vis plus comme une épreuve au sens épreuve du bac, c'est-à-dire une espèce de mesure de valeur, quoi. Dans le sens où, bien sûr, quand le monde s'arrête comme ça, c'est pour moi un moment de réinterrogation, pour moi et pour beaucoup de gens, sur justement le sens de la ville, qui est à la fois le nom de ma boîte et puis profondément sur le sens de la ville, de ce qu'elle peut être, de se réinterroger sur la valeur travail, sur la charge politique de notre rôle aussi professionnel,
Sur l'équité dans le travail, comme je l'ai dit, on est une coopérative, donc on a tout un tas de débats aussi. Est-ce que tout le monde doit travailler de la même façon, de façon égale, entre ceux qui ont des enfants, ceux qui n'en ont pas, ceux qui enchaînent avec une journée d'école derrière leur journée de travail, ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on pense à une équité plus qu'une égalité des horaires de travail? Bref, revoir le contrat social un peu sous-jacent au contrat qui nous lie à l'entreprise. Donc pour moi, c'est une épreuve dans ce sens-là, de remettre un peu les compteurs à zéro et d'éprouver, de mesurer, de réinterroger tout ça. Je trouve que comme responsable d'entreprise, ça appelle un positionnement un peu schizophrénique. C'est-à-dire que on a un bout de notre cerveau qui forcément est content de voir des espoirs de relance, des chantiers reprendre, des réunions se reprogrammer, parce que voilà, on se rattache de façon très pragmatique à la survie ou à la relance de son entreprise. Puis une autre partie de notre cerveau, peut-être plus émotionnelle et philosophique, qui espère que justement ça va pas reprendre comme avant. Et pour l'instant, j'ai du mal un peu à faire communiquer ces deux parties de cerveau, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de tribunes, beaucoup de prises de parole sur le monde d'après sera pas comme celui d'avant. Mais pour l'instant, je trouve qu'on se situe, on souhaite vraiment dans le même individu, si on veut être honnête, des choses assez opposées. Donc c'est peut-être une singularité de la période que je trouve pas forcément facile à conceptualiser, quoi. Dans l'épisode suivant, je suis avec Xavier Pinon, au jour 51 du confinement. Xavier, je l'avais aussi interviewé pour mon livre Innover en pratique. Il innovait déjà beaucoup. Notamment, m'avait impressionné parce qu'il me disait qu'il n'avait aucune réunion. Et à chaque fois que je lui envoie un mail, il me répond extrêmement rapidement, ce qui est assez rare pour un DG. Donc, vraiment des habitudes de travail très modernes. Dans sa structure, la moyenne d'âge, c'est de 27 ans. Et la personne que j'ai interviewée dans l'épisode, qui a fait la publicité pour la Facebook Ad, avait seulement 22 ans. Donc, c'est vraiment intéressant d'être dans un univers professionnel aussi jeune. Quand on a évoqué l'épreuve du confinement, c'était intéressant aussi de voir le contraste entre les décisions stratégiques vraiment exemplaires et aussi le vécu personnel qu'on peut avoir pendant ce temps vraiment particulier de confinement. Avec ma dernière question sur l'épreuve coronavirus, est-ce que Xavier a l'impression de vivre une épreuve aujourd'hui? Et si oui, de quelle nature? Je dirais comme tout le monde, mais une épreuve d'une intensité quand même très très limitée, à côté de celle déjà du personnel soignant qui fait face à des charges de travail et puis des charges émotionnelles très importantes, en plus d'un risque direct pour sa santé. Et je dirais aussi une épreuve beaucoup moins importante que les chefs d'entreprise qui sont confrontés à une perte d'activité totale ou très importante, qui sont extrêmement nombreux. Je pense à tout le monde du tourisme, en fait, ou tout le monde de l'événementiel. C'est quand même des situations extraordinairement stressantes, rageantes, et je sais pas où ça va nous mener, mais je suis vraiment très inquiet si on n'arrive pas à ouvrir l'ensemble de ces activités à moyen terme. Donc, je dirais que c'est une épreuve parce que ça nous a forcé à nous réinventer, à faire un mouvement commun pour relancer l'activité qu'on n'aurait pas eu sinon, et parce que c'était aussi un peu un moment de stress parce qu'on savait pas trop jusqu'où ça allait baisser. Mais aujourd'hui qu'on n'est pas tiré d'affaire, mais enfin qu'on voit qu'on survivra à cette crise, c'est plus un moment intéressant en fait pour moi, de remise en question, de réflexion sur l'avenir, de réinventer aussi des nouvelles formes de travail, notamment avec le télétravail. Donc le côté épreuve, moi je l'ai moins vécu finalement du côté professionnel que du côté personnel, où l'isolement est hyper je trouve compliqué à vivre. J'ai l'habitude de, c'est un peu mon profil d'MBTI, chez les ENFJ, comme chez les Ennéagrammes 3, en général, on aime bien voir du monde. Et ça, moi, c'est ça qui me manque le plus, quoi, la sensation d'isolement. Donc, je dirais que c'est plus une épreuve personnelle qu'une épreuve professionnelle. Professionnellement, en fait, j'ai plutôt aimé cette période, même si il y a eu des débuts compliqués, stressants, challengeants. C'est plus personnellement que je voudrais vraiment que ça s'arrête, quoi. Et puis aussi en tant que citoyen, en fait, du point de vue des conséquences sociales et économiques que c'est en train d'apporter. Je suis vraiment stressé pour la France, pour l'Europe et pour le monde sur les conséquences économiques et sociales de cette crise, quoi. Elles sont massives et c'est vraiment du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à payer une partie importante des salariés français en chômage partiel aux frais de qui? De je rappelle, du déficit de l'État, qui lui-même est racheté par la BCE, qui donc crée de la monnaie à l'infini. Est-ce tout le monde va continuer à avoir confiance dans l'euro si la BCE est une planche à billets perpétuelle? Donc voilà, moi c'est toutes ces questions aussi en tant que citoyen qui m'interrogent et qui me font craindre une épreuve de long terme, une épreuve collective plus que professionnelle pour moi. Dans l'épisode suivant, j'étais avec Alexandra Dien, au jour 58 du confinement. Alexandra dirige sous l'impulsion du fondateur et du président Guylain Pons un réseau de plus de 80 magasins et de kiosques dans toute la France.
C'est le leader de la réparation high-tech en France, il s'appelle Dr IT. Au début, je disais Dr IT, mais voilà, on le francise, Dr IT. Il y avait beaucoup d'incertitudes sur tous les magasins à les rouvrir parce que c'est un secteur de première nécessité, donc la moitié des magasins étaient encore ouverts. Et c'était intéressant de voir comment Alexandra, de sa cabine de pilotage dans sa maison près de Toulouse, comment elle avait vécu cette épreuve. Alors, la période du confinement et tout ce qui est lié, ça peut en effet être considéré comme une épreuve. D'une part, parce qu'en tant que directrice générale, je vis cette épreuve au travers de tous les salariés du groupe, qui sont à peu près une centaine en interne et 250 sur tout le réseau. Donc c'est une épreuve dans la mesure où je me mets à la place de ces 250 salariés qui sont au chômage partiel pour la plupart, qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Donc dans ce sens-là, humainement, oui, c'est une épreuve. Personnellement, l'épreuve est plutôt en termes d'organisation, voilà, ce genre de choses. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes quand même dans une activité qui est de première nécessité, pour laquelle nous n'avons pas trop de doute sur le fait qu'elle va reprendre cette activité, puisque nous ne sommes pas un commerce de confort pour les clients, mais en effet un commerce de nécessité. Donc, je dirais que c'est plutôt une épreuve humainement vis-à-vis des salariés du groupe. Voilà donc pour les 8 personnes interviewées, comment elles ont vécu cette épreuve individuelle et collective du coronavirus pendant le confinement. Des vécus différents qui s'expliquent par des personnalités, par des business qui vont plus ou moins bien, qui ont dû fermer ou pas, qui sont au chômage technique ou pas. Des personnalités, comme je disais, on est aussi traversé par son vécu, un rapport aux émotions. Et la santé émotionnelle est vraiment importante. Moi, j'ai essayé, dans les questions qui précédaient celles sur l'épreuve, d'avoir un peu d'informations sur les DG, donc j'utilise le signe astral, l'énéagramme, le MBTI, qui sont des grilles de lecture de la personnalité, pour essayer de trouver la personne derrière la fonction. Et cette question de l'épreuve aussi, on y répond en fonction de son degré d'ouverture au monde et d'authenticité qu'on peut avoir. Parce qu'évidemment, un épisode de podcast, c'est aussi un exercice de relations publiques. On va être écouté par ses salariés, par ses pairs, par ses amis, et puis surtout par d'autres DG de PME et TPE qui constituent l'essentiel du public de ce podcast. J'avais envie de faire ce retour sur ce qu'est l'épreuve. C'est une épreuve qui n'est pas terminée. Moi, par exemple, j'ai vécu cette épreuve de façon très positive en termes de créativité. J'ai pu monter ce podcast en moins d'une semaine, interviewer des personnes que je connaissais, dont j'appréciais l'éthique et la posture managériale, qui sont aussi dans des démarches d'innovation, qui pour moi est vraiment essentielle aujourd'hui. Donc créativement, c'était pas du tout une épreuve, c'était plutôt une sorte de victoire. Après, ça a été une épreuve financièrement, puisque je suis freelance en innovation, donc il y a des choses qui se déclenchent moins vite, j'ai des missions, mais moins. En termes de santé mentale, moi j'étais très prise par le podcast, donc j'ai pas trop donné d'espace aux interrogations. J'ai eu comme schéma regarder beaucoup de séries télé, mais c'est parce que j'adore ça et que j'en regarde beaucoup. Et donc le soir, c'était mon petit plaisir là de regarder les séries. Donc voilà, donc une épreuve pour moi évidemment individuelle, à plusieurs titres, même si c'est aussi une façon de se réaliser. De pas être prise par l'extérieur aussi, je sais pas si tout le monde l'a vécu comme ça, mais pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, du coup, c'est plus un retour un peu sur soi, sur son cocon, sur son couple, sur son espace, sur son appartement. Pour moi, ça a été effectivement une épreuve, au sens de réalisation, et puis au sens de peut-être de marathon, oui, de tenir dans la durée, puisque là, on est en déconfinement, on sait pas trop comment ça va se passer, si ça va être quelque chose de pérenne, ce coronavirus. Donc j'espère qu'en fait, d'avoir écouté aussi ces vécus différents, à des moments différents, ça peut permettre de se sentir moins seul et d'envisager ce temps que l'on vit, quelque chose de très singulier, comme un temps dont on peut parler, on peut aussi donner ses fragilités, ne pas se sentir seul, quel que soit son métier, où on se trouve en France, voilà. Je vous souhaite bon courage pour la suite et traversons cette épreuve individuelle et collective, toutes et tous ensemble. Merci. C'était Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve, interview, enregistrement et montage par moi-même, musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et venez me voir sur mon site www.carolestromboni.com/site/podcast. C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés à venir. Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez. Les épisodes resteront gratuits quoi qu'il arrive.
Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carole@carolstromboni.com pour un futur épisode de questions-réponses. À bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. Serrons-nous les coudes.